je me suis rendu compte que en prison, la lutte, elle était perdue contre ça. C'est au moment où il y a eu les attentats de Paris, du Bataclan et de Charlie Hebdo. 80% de la prison s'est mis à hurler aux fenêtres et à clamer. Des cris de soutien. Donc, par des gens qui ne sont pas radicalisés. Hein. Vincent Ledimette, surveillant de prison depuis 15 ans, sur le média Légende. Merci Vincent, bienvenue. Merci. Vincent, on s'est rencontrés par hasard, surveillant de prison. Je trouvais ça hyper intéressant. On parle souvent de la prison, ce qui s'y passe à l'intérieur, mais jamais on a plus eu des prisonniers, des gens qui se sont fait incarcérer, que de gens surveillants. On dit surveillants pénitentiaires ? Surveillant pénitentiaire, oui. C'est vrai que souvent on dit gardien de prison, mais le gardien, ça se rapproche toujours à quelque chose un peu pour nous de péjoratif. Médiéval. Les gardiens de la paix, c'est la police. Ah, oui, oui. Nous, on est surveillant pénitentiaire. Et on trouvait ça hyper intéressant. On s'est rencontrés l'année dernière au Mans, 24 heures de karting. On faisait les 24 heures du Mans en karting avec le Bouzeux. On avait fait une équipe avec Aton du DGN, etc., avec Frédéric Bousquet, tout ça. On s'est rencontrés là-bas. C'est ça, j'étais venu avec mes enfants et on a eu l'occasion de se rencontrer. En plus, tout le monde avait été super gentil, vous nous aviez accueillis et ça a été l'occasion de discuter avec Aton et puis toi en disant voilà, je suis surveillant de prison et tu m'as proposé de me dire tiens, ça pourrait être intéressant qu'on puisse en discuter. Ouais, tu te rappelles, je t'avais dit ça. Hein. Ah ouais. Et un an après, on se retrouve là, quoi. C'est génial. Eh ben, écoute, bienvenue. Merci. On a organisé des petites surprises, des événements qui vont se passer dans cette émission qui est riche en, tu vois, en information. Tu vas nous raconter des anecdotes de vie de l'intérieur. Je vais te poser des questions. Il y a beaucoup de fantasmes sur la prison parce que personne ne voit ce qui se passe à l'intérieur. C'est un milieu qui est très fermé, évidemment. C'est le principe de la prison. C'est ça, exactement. Alors toi, tu deviens, pour bien comprendre, surveillant à 24 ans. Oui, c'est ça, 24 ans, oui. En fait, c'est un parcours un peu atypique. Personne ne vient surveillant pénitentiaire par vocation. Très souvent, on devient surveillant pénitentiaire après un parcours de vie, de choix ou suite à des campagnes de recrutement. J'ai jamais eu un collègue qui m'a dit par vocation, je suis devenu surveillant pénitentiaire. Ça dure 8 mois la formation ? Oui, c'est ça, 8 mois. C'est entre les nappes, il n'y a qu'une seule école en France, c'est à Agen. C'est l'École nationale d'administration pénitentiaire. Et là-bas, on forme tous les métiers de la pénitentiaire, du surveillant, en passant par les officiers, en allant jusqu'au directeur de prison, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui s'occupent aussi de la réinsertion. Enfin, il n'y a qu'une seule école en France, c'est à Agen, et on passe tous là-bas. Tu commences à Fresnes. En 2008, tu restes là-bas 6 ans jusqu'en 2014. Comment ça se passe quand tu es un nouveau surveillant ? Est-ce qu'il y a un bizutage de la part des prisonniers ? Non, pas du tout, mais les détenus, ils savent très bien, parce qu'on a tous un grade. Les détenus, ils savent très très bien, ils voient les surveillants arriver, et quand c'est des stagiaires, effectivement, ils essayent de tester des choses qu'on n'a potentiellement pas le droit de faire. Il faut aussi se faire un peu apprécier des prisonniers. Mais bien sûr. Le but, c'est d'avoir un échange cordial, sympa. Oui, parce qu'en fait, c'est quoi la prison ? C'est des gens qui travaillent avec des gens. On reste des humains. Donc dans tous les cas, il y a du relationnel à avoir. Et comme je dis très souvent, la pénitentiaire, on ne parle que des faits divers. Mais c'est pas que des faits divers. Au quotidien, les surveillants, ils voient les détenus tous les jours. Le matin, le midi, le soir, parfois la nuit quand ils sont en détresse aussi. Donc c'est un métier humain, c'est un métier relationnel. Et on parle très peu de la prison, de ce côté-là, de cet aspect-là, où tous les jours, on peut même sympathiser avec des détenus. Alors chacun reste à sa place. T'es devenu pote avec des détenus ? Non, pas pote, mais il y a des gens avec qui on a de la sympathie, avec qui on peut discuter de choses. Il y a aussi des détenus qui veulent bien se confier à nous et des détenus qui veulent pas, qui sont complètement fermés, qui sont parfois qui ont des problèmes à l'extérieur, qui n'arrivent pas non plus à gérer à l'intérieur de la prison. Donc venir pote, non. Avoir de la sympathie ou des détenus qui ont de la sympathie pour moi, oui. Dans ma carrière, oui. Avoir des vrais échanges. Les horaires, c'est 6h45, 13h. En fait, c'est les 3-8, quoi. Ouais, faites la nuit, le jour, n'importe quand. On commence à 6h45 le matin pour finir à 13h, pardon. Et on reprend sur la nuit, on revient à 18h45 jusqu'à 7h le lendemain matin. Et ça, c'est un cycle qui est infernal. Vous passez plus de 18h30 sur un cycle de 24 heures dans la prison. Ah ouais. Et ça, c'est quelque chose que je veux faire supprimer. Parce que même dans une prise en charge en service de nuit, si on veut être efficient, et c'est comme à tout à chacun, quand on est en manque de sommeil, on a du mal à entendre parfois la problématique ou le malheur des gens quand on est fatigué. Donc c'est quelque chose contre lequel je me bats. C'est quelque chose de très épuisant. Et c'est bien pour ça qu'on a quand même malheureusement beaucoup de collègues qui ne profitent pas de leur retraite. Parce que je pense que c'est un rythme qui fatigue tellement qu'on a des surveillants qui, quelques années après leur retraite, décèdent assez tôt. On a quand même, sur des statistiques, beaucoup de collègues qui décèdent jeunes après la retraite. Le rapport aux prisonniers, tu les tutoies, tu les vouvoies, ils te vouvoient, ils te tutoient ? Alors, c'est le vouvoiement qui est obligatoire, normalement. Mais il est vrai que parfois, il y a un tutoiement qui s'installe. C'est pas pour autant que... Moi je parle vrai, hein, dans la logique des choses.
on doit vous voyer une personne détenue comme une personne détenue doit nous vous voyer. Mais parfois, le tutoiement aussi permet de voir, si on vous voit tout le temps la personne, il va avoir du mal à se confier. Et à un moment donné, le tutoiement casse une petite barrière sans pour autant dépasser les limites. Mais le tutoiement permet parfois justement d'avoir un relationnel plus simple. Et est-ce qu'il y en a qui te font des vannes? Toi, t'es supporter de l'OM. On avait parlé. Est-ce qu'il y en a qui te charrient? Est-ce qu'il y a quand même un peu de blague entre... Mais bien sûr, mais c'est comme moi, je suis supporter de l'OM, je ne suis pas très fan du Paris Saint-Germain, et donc potentiellement, quand le détenu il sort avec son survêt du PSG et qu'ils viennent de se faire battre le dimanche soir la veille, le lundi matin, on est content. Ah bah, t'oses quand même mettre ton survêt. Tu passes une belle année en ce moment-là? Ouais, je passe une très belle année quand même. Bien évidemment, je passe une très belle année. Est-ce que tu as déjà eu on va faire un débat dans un instant. Je vais t'expliquer mes dernières questions. Est-ce que tu en as qui ont déjà été agressifs avec toi ou tu as eu peur pour toi, pour ta personne? Ouais, alors ça peut arriver sans forcément qu'on le montre, parce qu'on peut pas montrer qu'on a peur. Si on montre une faiblesse, malheureusement, dans un métier comme le nôtre, les détenus parlent entre eux et ils vont dire celui-là il est faible ou celui-là il a... Ah, celui-là, on peut le pousser, peut-être qu'on obtiendra des choses de lui. Alors, on ne peut pas le montrer. Mais c'est vrai qu'après, parfois, des interventions un peu compliquées, où, ouais, ça m'est arrivé d'avoir les jambes qui flageolent, ouais. On va rentrer dans les détails après. Je te propose de faire un truc assez incroyable. On a reçu un indépendantiste corse, Michel Ucciani, qui a fait 20 ans de prison dans 21 prisons différentes. Il avait pris 72 ans qui ont été ramenés après à 20 ans ferme pour différents braquages, etc. Qui a été en détenu particulièrement surveillé. DPS. J'aimerais bien qu'on fasse un débat avec toi où je vous donne des thèmes, des choses qui se passent en prison pour avoir l'avis d'un détenu, d'un ancien détenu et l'avis d'un gardien de prison. Est-ce que tu es d'accord pour ça? Bah oui, c'est super, c'est une super bonne idée. C'est une bonne idée? Allez, on va faire rentrer idée. Michel Ucciani, c'est parti. Bonjour. Bienvenue, merci d'être revenu. On s'est vu pour une émission, Michel. Ouais. On a déjà fait 2 émissions ensemble. Voilà, ça fera la 3e. Voilà, exactement, ça sera le 3e moment à l'antenne. On se connaît bien. Il a fait 20 ans de prison ferme, c'est ça? C'est ça, sur les 40 dernières années, dans 21 prisons différentes. C'est la première fois que tu te retrouves assis à côté d'un surveillant pénitentiaire? Non, c'est pas la première fois. J'en ai croisé plusieurs depuis ma sortie. Et j'en ai quelques fois, que ce soit à Marseille ou où je vis maintenant aussi. J'en croise des surveillants que j'ai croisés en détention, je les recroise dehors. Hein. On habite dans le même secteur, donc ça arrive qu'on se recroise. On va essayer d'avoir un débat, si vous voulez bien, mais honnête. C'est-à-dire qu'on va pas faire parce qu'il y a des caméras et tout, on va dire vraiment ce qu'on pense dans la Bien vie. sûr. Ton vécu, ce que tu as vécu, tu as quand même vécu 20 ans en prison, c'est quand même une vie, un bout d'une vie. Et toi, ça fait quand même des années que tu travailles là-bas aussi. Donc c'est intéressant d'avoir ton opinion. Alors première question, comment sont les relations entre les surveillants et les détenus, réellement? Avec des détenus, je pense, avec mon profil, je pense que les relations, elles sont bonnes. Moi, j'ai toujours eu des bonnes relations avec les surveillants. À partir du moment où le respect est mutuel, c'est un homme comme moi, donc on se respecte mutuellement. Et on n'est pas... personnellement, je parle là des gens de mon profil, c'est pas des gens à créer des problèmes en détention. Les Corses, les indépendantistes, les braqueurs, etc., est-ce que c'était effectivement des détenus plus faciles? Moi, j'en ai eu, quand j'étais sur Fresnes, c'est vrai que j'ai eu... quelques Corses qui étaient plutôt rassemblés en fait sur un même étage. Et c'est, j'allais dire, pour nous, les détenus modèles. J'allais dire, si tous les détenus en France étaient des détenus corses, les cellules étaient toujours propres, briquées, il y avait le respect des horaires, moi, j'ai jamais eu aucun problème. Je me rappelle pas avoir vu un compte rendu d'incident sur un problème de comportement en détention d'un détenu corse. De ma carrière à moi, j'ai jamais vu. Ça te fait plaisir? Ça fait plaisir à entendre, toujours, mais c'est ce que j'ai pu constater pendant toutes les années. On n'est pas des boucans de prison, donc on se tient correctement. Comme on se tient correctement dehors, on se tient correctement en prison. À l'époque, tu nous as dit un truc intéressant. Tu disais certains surveillants font du zèle plus que d'autres. Notamment certains qui venaient des îles, etc., avec d'autres blacks, etc. Tu avais ressenti ça? Oui, ça c'est à l'époque, dans mes premières années d'incarcération sur la région parisienne, avec beaucoup de surveillants blacks de la santé. Je ne pense pas qu'ils soient volontaires pour être dans les prisons à Fresnes ou à la santé. Ils arrivent de chez eux, de Martinique, de Guadeloupe. Et c'est vrai qu'on avait certaines tensions avec eux, mais en vérité, ils étaient presque pires avec leurs propres compatriotes, comme s'ils leur rejetaient la faute dessus d'être... la honte d'être en prison pour eux, parce qu'ils étaient de la même origine. Ouais, souvent avec les surveillants blacks de l'époque de la santé, il y a eu des petites tensions, parce qu'ils étaient un peu plus stricts que les autres.
plus strictes. Ouais. Toi, tu as le sentiment qu'il y en a qui font du zèle aussi, en tant que surveillant? Bah, vous savez, ça reste un métier humain, donc il y a toujours des comportements qu'on voit à l'extérieur qui peuvent potentiellement se produire à l'intérieur des prisons, que ce soit du côté des détenus, du côté des personnels de surveillance. J'allais dire oui, et puis comme je dis, on a aussi tous nos humeurs parfois, et nous, quand on est seul à l'étage, on doit gérer si on a 50, 100 ou 150 détenus sur la coursive. Peu importe ce qu'il arrive, on devra gérer les 100, 150 humeurs différentes, tout en gardant la nôtre. Ouais. Donc, du zèle, il peut y en avoir, bien évidemment, je ne conteste pas ce que peut dire M. Ucciani du tout. Mais voilà, effectivement, il y a tout pour faire un monde et on est dans un monde d'humains. Voilà. Est-ce que la prison, c'est le Club Med? Tu sais, il y a parfois des articles, on a vu sur des gros journaux, qui disaient ça suite à Koh-Lanta, là... où ils ont fait des épreuves de karting, etc. Et titré, je me rappelle, sur plein d'articles, sur plein de gens disaient ouais, la prison, c'est un nouveau truc qui est ressorti vraiment. Est-ce que vous avez eu ce sentiment? Moi, je suis très, très content d'évoquer ce sujet-là, parce qu'on a parlé de Koh-Lanta, ça a fait un bruit pas possible, à mon sens, pas possible. Parce que si vous regardez la vidéo Koh-Lanta, qui ont été retirées depuis pour d'autres raisons, les surveillants y participent. Il y a une équipe de personnes détenues, il y a une équipe de l'association Koh-Lanta, mais il y a aussi des surveillants, une équipe de surveillants qui fait la compétition. Et du coup, on se pose les questions de « mais non, c'était sur une après-midi, c'était une activité pour occuper des personnes détenues, c'était pas quelque chose… » Tous les jours, dans toutes les prisons de France, ils s'organisent. Alors effectivement, peut-être pas aussi médiatisés, peut-être pas effectivement en faisant rentrer des kartings en prison, mais moi j'ai vu, je peux vous donner un exemple, j'ai vu moi autour de la prison où je suis affecté, il y a déjà eu des courses de chiens avec des traîneaux. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y avait des chiens de traîneau qui venaient avec le traîneau et autour des murs de la prison, à l'intérieur, il y avait une activité qui était comme ça. Il y a des activités tous les jours. Effectivement, j'y vois pas toujours de la réinsertion. Peut-être c'est plus simple, du coup, pour des détenus, du coup... ça leur fait sortir de leur quotidien, de voir autre chose. Diverti, quoi. Ouais, voilà, moi je suis énormément pour la médiation animale, parce que c'est vrai que les animaux, il y a de plus en plus d'animaux dans les prisons, et on voit bien le relationnel, ça apaise très souvent les personnes détenues, parce que c'est quelque chose de différent du quotidien. Et je pense que ça a fait trop de bruit, ou plus de bruit. Alors, je comprends, parce qu'il y a des victimes, si les gens sont en prison, c'est que derrière, il y a potentiellement eu des victimes, ou il y a des victimes. Mais à un moment donné, c'est parce qu'il y a eu des victimes qu'on ne peut pas réhabiliter quelqu'un. D'accord. Tu crois que ça sert à la réinsertion ? La réinsertion, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que déjà, il faut que la personne détenue ait envie de se réinsérer. Il faut qu'il y ait le volontariat. Mais il faut aussi qu'on lui donne les moyens de se réinsérer. Parce que c'est bien beau, on parle aujourd'hui de réinsertion, mais tout le monde n'a pas accès à un parcours de réinsertion. Je ne sais pas ce qu'en pense M. Ucciani, mais on n'est aujourd'hui pas en capacité de donner toutes les chances à tout le monde. Toi, tu penses que c'est le Club Med? C'est quoi ton opinion sur ça? Ah non, mais ça a donné une mauvaise impression de Club Med, alors que c'est pas le cas. Là, ils ont filmé une après-midi de jeux organisés dans la prison, mais les 365 autres jours de l'année, c'est pas comme ça du tout. Ouais, ça a donné une mauvaise image. Et puis, le fait de critiquer ce truc-là au motif que c'était pas, soi-disant, pas de la réinsertion, non, ils auraient dû le présenter comme un passe-temps pour les détenus. Parce que c'était ça, une activité pour occuper les détenus dans leur quotidien, parce qu'ils passent 22 heures sur 24 en cellule. Donc faut... Alors, toi qui as été prisonnier, toi qui es gardien de prison, est-ce que la prison favorise la radicalisation religieuse? À mon avis, oui. Voilà, t'en parles dans ton livre? Moi, oui. Elle la favorise parce que... Parce moi, je trouve que dans les prisons en France, les mesures ne sont pas prises pour ne pas la favoriser, justement. Ces gens-là radicalisés devraient être dans des quartiers de détention à part, isolés les uns des autres, et isolés des autres détenus, et seulement, ce n'est pas le cas. Donc ça ne peut que favoriser, à mon avis, ça ne peut que empirer dans les prisons dans les années à venir. C'est ton opinion aussi, ça? C'est une crainte. On a quand même vu et on a quand même subi pas mal d'attentats ces dernières années en France. Et de gros attentats, et on a quand même pu s'en rendre compte, et ça n'a pas été un secret, hein, que de nombreuses personnes étaient quand même passées par la case prison. Effectivement, c'est un gros souci. Alors l'administration actuellement travaille beaucoup sur le renseignement, il y a quand même eu énormément de choses mises en place pour essayer de déceler.
Mais aujourd'hui, le 100%, c'est pas possible. Et le prosélytisme, il est favorisé aussi parce qu'il y a un cursus de recrutement fait dès que l'instant que les personnes sont un peu faibles, parfois sans ressources, parfois sans famille, bah, la seule façon de se réfugier parfois, ils trouvent du soutien dans la religion ou dans des gens qui sont radicalisés. Ça favorise quand même, du coup. Ça favorise. Moi, je trouve que je me suis rendu compte que en prison, la lutte, elle était perdue contre ça. C'est au moment où il y a eu les attentats de Paris, du Bataclan et de Charlie Hebdo. C'est quand ça s'est passé que toute la nuit, toute la prison, 80% de la prison s'est mis à hurler aux fenêtres et à clamer ce qui s'était passé. Ah ouais, Toute la nuit. Toute la nuit. Ça a été les cris aux fenêtres, les cris de soutien. Les cris de soutien. Donc, par des gens qui ne sont pas radicalisés, hein. Par des gens d'origine, des Français même d'origine arabe, ou des musulmans pas radicalisés, des simples musulmans. Il y a eu des cris pendant toute la nuit aux fenêtres en soutien aux attaques. Donc, tu l'as vu ça? C'est mauvais signe. C'est mauvais signe pour ce qui se passe en prison. Alors moi, je ne travaillais pas ce soir-là, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours de détenus qui acclamaient, en fait, malheureusement, les attentats et en mettant des casseroles sur les barreaux, en faisant du bruit, voilà. Et pas des détenus radicalisés, des détenus qui sont même pas dans la religion, qui soutiennent juste ça, mais par l'ambiance qu'il y a, ou par mimétisme avec les autres, ou je sais pas comment dire, par haine de la France, de l'administration, de tout. Ça, dans ces cas-là, ça se déclenche et ils soutiennent. Waouh. Merci de votre honnêteté, en tout cas à tous les deux là. Sujet un peu plus léger et parfois drôle. Est-ce qu'il y a du sexe parfois entre surveillante et détenue, ou surveillant et dans un sens comme dans l'autre? Personnellement, j'ai pas eu de sexe avec une surveillante. Personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais je suis au courant de certaines. Je suis au courant de certaines histoires qu'il y a pu avoir entre. Ça arrive. C'est arrivé. Moi, j'ai eu Sosomanes, un rappeur, on embrasse fort aussi de Marseille, qui m'avait raconté qu'il avait une relation avec une surveillante. Est-ce que tu t'en entends parler parfois? Ouais, c'est arrivé, mais moi, je vais remettre les choses enfin, je vais être très honnête. Ça reste marginal. C'est exceptionnel. Très marginal. Oui, après, ça reste des humains, je profite ici de ton émission aussi pour féliciter et honorer, parce que toutes les femmes surveillantes de prison aujourd'hui qui font leur métier honnêtement, ça leur fait mal, ça leur arrache le cœur quand elles entendent qu'une surveillante s'est mal comportée ou a pu avoir potentiellement des relations sexuelles ou a fait un trafic par amour avec une personne détenue. Parce que... Il n'y a pas de jugement de valeur quand on pose la question. Je suis d'accord, mais justement, je profite de cette question-là pour dire aussi que 99% des surveillantes, peut-être même plus, ça leur arrache le cœur et elles font un travail au quotidien. Elles travaillent en détention hommes aussi, les femmes. Les hommes n'ont pas le droit de travailler en détention femmes, mais les femmes ont le droit de travailler en détention hommes. Et elles font leur travail très, très, très bien aussi. Et parfois mieux que certains hommes. Personnellement, je plains, moi, les surveillantes qui travaillent en détention maintenant. Ah oui? Parce qu'elles sont là à merci déjà de tous les cas psychiatriques qui se trouvent derrière les portes quand elles ouvrent la porte, de tous les détenus. C'est pas facile. C'est pas facile pour elles, franchement, de se faire insulter toute la journée à travers les portes et d'être agressées quand ils ouvrent une porte sans raison, elles ne savent même pas pourquoi. Donc moi, je pense que c'est vraiment difficile pour elles. Et pour complémenter, il y a eu une évolution. Moi, quand je suis rentré il y a 15 ans dans l'administration pénitentiaire, il y avait le respect des surveillantes femmes. Aujourd'hui, que ce soit un homme ou une femme qui ouvre la porte. Moi, j'ai su que des femmes qui avaient été agressées il y a 15 ans, quand le détenu qui avait agressé une surveillante femme, sortait en promenade, il se faisait tabasser par les autres détenus parce qu'il n'avait pas respecté une femme. Maintenant, aujourd'hui, que ce soit un homme ou une femme, par contre, voilà. Il n'y a plus de respect. Il y a plus de respect. Ils agressent de la même manière. Il n'y a plus de règles. Non. Est-ce que c'est vrai que certains surveillants de prison ont des indices parmi les détenus? C'est-à-dire qu'ils obtiennent un peu des infos sur des tentatives d'évasion, etc., par rapport à certains détenus en échange de faveurs, de confort, j'en sais rien. Alors, oui, il y a des détenus qui, effectivement, de temps en temps, nous balancent un peu les trafics, etc. Après, il n'y a pas forcément de grosses contreparties. Parfois, les détenus aussi, c'est par vengeance, parce que d'autres détenus, genre, n'ont pas remboursé une dette, etc. Et oui, parfois, il y en a qui se permettent de nous dire
Il y a des téléphones à tel endroit, il y a du shit à tel endroit. Ah, c'est vrai, parce qu'ils sont pas Tiens, contents. au parloir, tel jour, la famille va faire rentrer... s'il va faire rentrer ça, oui, effectivement. J'ai vu, moi, certains détenus qui étaient plutôt pour des motifs d'ordre sexuel en prison, des violeurs, des trucs comme ça, qui se retrouvent dans des quartiers de détention, parce que le quartier réservé à leur catégorie est plein, ils se retrouvent dans des détentions normales avec pour instruction de cacher le motif de leur infraction. Et c'est souvent un moyen de pression que peuvent avoir les chefs de bâtiment ou même certains surveillants contre eux, en disant si tu entends quelque chose qui se passe, si tu entends un trafic de cam, de téléphone, si tu pouvais, en disant comme ça on va pas dire pourquoi tu es là. Ouais, c'est ça. Ah oui, ça arrive, ça aussi. Ça doit pouvoir arriver, ça dépend de la gestion de certaines personnes. Ouais. C'est possible, c'est fort possible. C'est plus dur de gérer la com. Je serais incapable de dire le contraire. Ah, c'est bien, merci en tout cas. Est-ce qu'on peut... Alors, on parlait du trafic avec Michel dans les prisons, qui est connu, hein, les téléphones, tu en parlais. Il y a des choses qui rentrent, comme partout, en fait. Que ça soit par-dessus le mur, si j'avais bien compris, avec des paquets, des catapultes... Des projections. Des projections, voilà. Mais aussi par le parloir ou par d'autres méthodes. Bien sûr. Est-ce qu'on peut corrompre des surveillants pour obtenir des choses ? Est-ce que toi, tu as vécu ? C'est arrivé. C'est très, comment dire, limité. Mais ça arrive parfois. Ça arrive parfois que des surveillants, c'est des humains, ils se retrouvent dans un besoin, dans un truc comme ça. Donc, c'est arrivé qu'il y ait des surveillants qui soient pris pour des trafics. Et c'est arrivé. Moi, j'ai trouvé sur mon parcours pendant 20 ans quelques surveillants qui acceptaient. Ça reste marginal. Qui acceptent de rentrer, pas des choses graves, hein, des trucs, pas de drogue, ni d'armes, des trucs comme ça. Ça reste vraiment très exceptionnel. Il doit en avoir un tous les 15 ans peut-être, qui accepte de faire rentrer des trucs graves. Mais après, des trucs plus fréquents, peut-être des téléphones, c'est arrivé, de l'alcool, c'est arrivé. Après, ça reste vraiment marginal. Oui. Toi, ça t'est arrivé qu'on te demande, qu'on te demande déjà juste, est-ce que tu peux me faire rentrer une bouteille de whisky en échange de tel truc ? Est-ce que parfois tu as des demandes ? Alors, voilà, moi j'allais remettre les choses, c'est vrai, dans le contexte. Chaque année, il faut se le dire, des agents sont révoqués de l'administration pénitentiaire pour avoir fait du trafic, pour avoir fait rentrer téléphone, alcool et cannabis. Voilà. Ah oui, ok. Ah oui, la drogue aussi, il y en a un peu... C'est déjà arrivé. Et malheureusement, comme vient de le dire M. Luciani, on reste humain et parfois il y a des gens qui se retrouvent dans la galère, éloignés. On a des salaires un peu en début de carrière, un peu faibles, j'allais le dire. Pas de jugement de valeur. C'est pour ça que je ne fais pas de jugement. Je donne aucune raison et je donne aucune excuse. Et les gens qui trafiquent, ils doivent être révoqués. Voilà. Mais moi, c'est déjà arrivé, mais sous le ton de la blague. Parce que moi, alors c'est vrai que je peux rigoler avec les personnes détenues, mais je suis assez strict quand même dans mon travail, sans être méchant. Mais, mais sous la blague, des fois, c'est « Oh tiens, j'aurais peut-être besoin d'un téléphone, tu sais pas comment on peut faire », ou... Enfin voilà, ce genre de choses. Mais il y a tellement de moyens de les rentrer sans avoir besoin de surveillants maintenant. Ah oui, c'est vrai. Pardon, les téléphones, maintenant, il y a les projections, il y a même des drones maintenant. Ça, j'ai pas connu, c'est pas ma période. Mais il y a les projections sans arrêt dans toutes les tôles. Pratiquement, il y a des projections. Ce qui ne sonne pas, ça peut rentrer au parloir. Je sais que les surveillants ont un problème pour des couteaux en céramique. Ça sonne pas au détecteur, ils rentrent au parloir. Ah, waouh. Ouais. Un couteau en céramique, surtout que maintenant, il y a beaucoup moins de fouilles systématiques au parloir, comme il pouvait y avoir dans les années 80. C'est vrai ? Il n'y en a plus, c'est interdit depuis la loi pénitentiaire de 2009, et ça a été... Moi, je me rappelle, dans les années 80, on était fouillé intégralement au parloir. Ils fouillent plus à chaque sortie de parloir, avant, chaque détenu était fouillé intégralement. Maintenant, ils en sélectionnent 4-5 pour les fouiller. Maintenant, et il y en a 30 qui passent. Ce sont des fouilles aléatoires. La fouille systématique à nu est interdite. Ah oui, donc, les seules fouilles autorisées, ce sont quand une personne détenue est sortie, une permission, etc. Quand il revient à l'établissement, il est obligé d'être refouillé à nu. Toi, tu as déjà pensé, honnêtement, je ne dis pas que tu l'as fait, mais est-ce que tu as déjà pensé justement à arrondir un peu tes fins de mois ? Tu dis que le salaire, et tout le monde pense à des moments à franchir, on est tous dans le gris, tu vois ce que je dis, on n'est jamais dans le blanc ou dans le noir, mais on est souvent tous un peu dans le gris clair ou gris foncé. Mais est-ce que tu as déjà pensé à te renseigner sur les prix, à te dire, tiens, sans jamais le faire, tu vois ? En toute honnêteté, jamais ça ne m'a traversé l'esprit. Jamais. J'ai vraiment une... Je ne suis pas le meilleur surveillant au monde, on a tous des défauts. Mais je tiens vraiment à mon métier, je
Je tiens vraiment au relationnel, à l'uniforme que je porte, je le respecte énormément. Et j'ai passé un concours, on est force de l'ordre, on est considéré comme force de l'ordre, on est la 3e force de sécurité du pays quand même, et ça, on n'en parle pas assez. On défile maintenant le 14 juillet. Ah oui? Oui, depuis quelques années maintenant. On en parle très peu aussi. Mais moi, non, jamais, au grand jamais, ça m'a traversé l'esprit. Par contre, effectivement, j'ai toujours été curieux de savoir combien ça pouvait coûter de faire rentrer, parce qu'il y a des petits téléphones, et ça va jusqu'à l'iPhone. Mais en fait, suivant les prisons, les tarifs sont jamais vraiment les mêmes. Il y a l'offre et la demande aussi. C'est-à-dire que plus vous avez de téléphones dans une prison, moins le téléphone coûtera cher, puisqu'il est plus facile de se le procurer. Et vice-versa, moins il y en a, plus c'est cher. Est-ce que parfois vous faites exprès de savoir, en tant que surveillant, vous savez qu'ils ont des téléphones dans certaines cellules, mais vous n'y allez pas, comme ça il y a aussi un peu de la tranquillité. Et c'est un peu on lâche un petit peu pour pas... Tu vois ce que je veux dire? Alors, à notre niveau de surveillant, non. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on sait qu'il y a un téléphone ou qu'il y a du stupéfiant, nous, on fait les fouilles de cellules, on procède aux fouilles de cellules. Par contre, je pense, et je suis quasiment certain avec mon expérience, qu'effectivement, l'administration pénitentiaire ou des directions interrégionales ou des directeurs, voire parfois la police, ils sont au courant qu'il y a un téléphone dans une cellule, mais ils ne programment pas forcément de fouille de la cellule pour pouvoir écouter, avoir des infos. C'est sûr qu'il y a des téléphones qui sont repérés, c'est une certitude, mais ils préfèrent justement le laisser. Mais nous, en tant que surveillants au quotidien, sur la coursive, on ne nous le dit pas, ça. On n'a pas la consigne d'enlever un téléphone ou quoi que ce soit. On fouille. Si on sait qu'il y a un téléphone, si on le voit, on l'enlève. Ah, bien sûr. Voilà. Pour finir, je suis d'accord avec lui, mais s'il le voit, ils le prennent. Si le détenu n'est pas discret. Maintenant, je pense que pour la paix sociale dans les prisons, ils savent qu'il y a des téléphones de partout, dans toutes les cellules, dans tous les étages. Il y en a des dizaines. Ils en saisissent 30 ou 40 000 ou 50 000 par année dans toutes les prisons françaises. Ah oui, mais je pense que pour la paix sociale, les téléphones, c'est pas une priorité. C'est pas vraiment une priorité de les trouver à tout prix. Ça. Oui. Les dernières prisons que j'ai traversées, c'était comme ça. Ils savaient qu'on avait des téléphones, mais c'était... Si c'est sûr, s'ils le voient, ils vont le prendre. Ouais, bien sûr. Et pas toujours, suivant le détenu que c'est. Moi, c'est arrivé qu'il y a des surveillants qui m'ont dit « Oh, Michel, sois discret quand même. On t'entend parler à travers la porte. » Voilà. Il m'a dit « Sois discret. » Mais... Ils ne sont jamais rentrés pour... parce qu'on avait des rapports... oui, c'est voilà. Et tu les emmerdais pas, quoi. En fait, s'ils entendent parler à travers une porte d'un détenu qui les a fait chier toute la journée, et qui les a insultés toute la journée en tapant à la porte, ils vont rentrer, ils vont lui prendre le téléphone. Oui, c'est ça, en fait. C'est la logique. C'est un comportement humain plutôt que de travail. Ouais. Je te demande pas de confirmer, parce qu'il l'a vécu, là, c'est vrai. Quel est ton avis, pour terminer, là, vous deux, là, cet échange, votre avis sur la peine de mort, qui était à l'époque faite en prison? C'est quoi ton opinion, toi qui vois aujourd'hui les prisons d'intérieur? Non, parce que moi, je travaille pour le ministère de la Justice. La justice aussi, elle-même, elle est faillible. Moi, j'aurais trop peur que, un innocent soit condamné à mort. Deuxièmement, je vois aucun intérêt parce que je crois en l'humain. Et troisièmement, je pense que tout le monde, un jour ou l'autre, peut se réhabiliter. Non, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire. C'est vraiment ça. Moi, je suis contre. Puis, il peut y avoir trop de... La justice, elle est trop fragile, trop friable. S'ils peuvent se tromper, et puis ils se sont trompés déjà des dizaines de fois. Aux États-Unis même, voilà, et cas comme ça. Et la peine de mort, à l'époque, ils coupaient la tête à quelqu'un qui est innocent et qui s'en aperçoivent 10 ans après, c'est trop tard. Hein. Et même les droits de l'homme, on vit dans un pays humaniste quand même. Ôter la vie à quelqu'un, à quel intérêt? Parce qu'il aurait potentiellement ôté aussi la vie à quelqu'un. Mais non, il perd une peine de prison. Et voilà, c'est ça aujourd'hui. L'ultime recours devrait être la prison, c'est tout. Merci Michel. Michel Luciani, je vous mets son livre qui s'affiche là, Corse en prison. Ton nouveau livre, on met le lien aussi en cliquable sous la vidéo. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci 1000 fois. Merci beaucoup. Bonne continuation. Et bon retour dans le Sud. C'était intéressant le débat avec Michel. Ouais, c'était très intéressant. Ouais. Parce qu'on n'a pas toujours non plus l'occasion de pouvoir discuter avec d'anciens détenus. Des fois, on se croise, mais sans potentiellement discuter. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Oui, sur leur ressenti. Ouais. Est-ce qu'il paraît qu'il y a des détenus qui peuvent travailler en prison? Oui, il y a du travail, de la formation, mais
Mais c'est très très compliqué à obtenir aujourd'hui. Il y a plus de détenus qu'il y a de places en formation et en travail. Ah, c'est vrai? Ouais, ça peut aller jusqu'à 4, 5, 6 mois d'attente pour pouvoir obtenir une formation. Et parfois, le détenu il est libéré avant même d'avoir pu accéder à une formation. Les prisons sont surchargées? Ouais, c'est une vraie problématique. On a à peu près 73 000 détenus aujourd'hui pour 62 000 places. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire vous rajoutez des matelas dans les cellules, vous faites comment? Ouais, c'est ça, c'est des matelas au sol. Malheureusement, il y a des lits superposés dans les cellules. Là, je parle vraiment pour la majorité, hein. Il y a encore des cas spécifiques. Tout ce qui est maison centrale, centre de détention, c'est-à-dire que les longues peines, ce qu'on appelle des établissements pour peine, eux ne sont pas surchargés. C'est les maisons d'arrêt actuellement qui sont surchargées. C'est les condamnés à courte peine ou les personnes en attente de jugement. Et on se retrouve parfois dans des cellules à 10, 11 mètres carrés, à être obligé de mettre 3 ou 4 détenus. Moi, là, actuellement, sur la prison à laquelle je travaille, on a des quadruplettes. On a donc un lit superposé et 2 matelas au sol. Ah oui. En 2008, il y avait Michel Fourniret qui était emprisonné à Fresnes. Tu y étais? Oui, j'y En étais. 2008 aussi. Typiquement, ce genre de gars, tu les croises? Très rapidement, ouais, c'est vrai que moi, je l'ai croisé, j'ai dû le croiser une fois, mais sans forcément y prêter attention. Tu les traites de la même manière quand tu croises ce genre de gars qui a fait des saloperies comme ça, à ce niveau-là ou... Disons qu'on n'a pas le choix. On a une mission à faire, et surtout comme à Fresnes, on n'a même pas le temps de s'attarder, parce que la surpopulation est telle qu'on n'a pas le temps de s'attarder, on n'a même pas le temps de discuter avec une personne détenue. Ah Donc ouais. voilà, on fait vraiment j'allais pas dire le strict minimum, au contraire. Mais on est tellement débordé que on fait les promenades quand il est appelé pour aller à tel ou tel endroit. Donc il n'y a pas de relations qui peuvent s'installer comme dans une prison de province, même surchargée, avec lequel on pourra avoir un peu plus de rapport. Des établissements comme Fresnes, Fleury-Mérogis, les Baumettes, sont des établissements qui débordent de détenus. Les surveillants, c'est une catastrophe de travailler dans des établissements comme ça. On voit l'évolution, là, j'ai 2 photos de la prison de Fresnes qui s'affichent sur votre écran. Avant et après, on voit vraiment que les conditions n'étaient pas du tout les mêmes avant et après. Maintenant, il y a la télé, il y a plus de confort, etc. Toi, tu l'as vu, le confort, hein, tu vois le confort évoluer en prison? Oui, il y a quand même beaucoup d'argent qui a été investi au niveau du ministère de la Justice pour réhabiliter les vieilles prisons, comme la Santé, qui a fermé pendant des années, qui aujourd'hui ont quand même des cellules qui ressemblent enfin, j'allais dire, à quelque chose. Il y a beaucoup de nouvelles prisons qui sont sorties. Parce que là, vous prenez l'exemple de Fresnes, il y a quand même après la réhabilitation, ils n'ont toujours pas accès aux douches dans leurs cellules. Ouais. C'est-à-dire que ce sont les détenus, on doit aller les emmener le matin, c'est sur le cycle du matin, on doit les emmener 6 par 10 à la douche. 6 par 6, à la douche. Et par contre, les nouvelles prisons aujourd'hui, ils ont toilettes séparées, douches en cellule. Oui, il y a quand même de moins en moins de prisons aujourd'hui délabrées, les conditions d'incarcération. C'est pour ça que les gens, on parlait du Club Med tout à l'heure, le Club Med, c'est pas ça. Effectivement, ils ont des conditions d'incarcération qui sont de mieux en mieux, mais qui dit meilleures conditions d'incarcération, dit meilleures conditions de travail pour nous en tant que surveillants aussi. Il y a beaucoup de maladies en prison, à l'infirmerie. Tu vois qu'il y a vraiment une nécessité d'avoir des grosses infirmeries? Oui, parce qu'on a quand même beaucoup de détenus qui relèvent de pathologies psychiatriques déjà. On a beaucoup de personnes incarcérées en France aujourd'hui qui, à mon sens, n'ont pas leur place en prison, qui devraient être pris en charge médicalement. Et faute de place médicalement, je pense, moi c'est mon sentiment, hein, je pense qu'aujourd'hui, on les met en prison parce qu'au moins sécuritairement, on peut les gérer. Parce que médicalement, à l'extérieur, on ne peut pas les gérer. Et il paraît que, alors, dans tous les films et tout, les mecs s'évadent par les sacs de linge et tout ça. Non, c'est ça, fini. c'est plus possible, ça? C'est fini, ça. Et toi, tu as déjà assisté à une évasion? Non, pas du tout. Jamais, t'en as eu? Jamais. C'est très dur. Oui, c'est très dur de s'évader d'une prison. La dernière que j'ai en tête, par contre, c'est pareil qu'hélicoptère, c'est Redouane Faïd. Je parle de vraiment sortir d'un milieu pénitentiaire. Parce que l'évasion aussi peut comprendre quelqu'un qui a une permission de sortie qui ne revient pas. Ça arrive très régulièrement. Mais une vraie, j'allais dire une vraie évasion. La dernière, c'est celle de Redouane Faïd, qui est sorti par un hélicoptère de la prison de Réau. Mais non, c'est ouf. Heureusement que c'est pas quelque chose du quotidien. Michel Luciani a failli s'évader avec Patrick Guillemin en hélicoptère à l'époque, pareil. Il avait proposé de venir et malheureusement il a été transféré juste avant, etc. Donc ça peut arriver, mais ça c'était encore une autre. C'était il y a longtemps. Oui, c'était une autre époque, ouais. Il y a des détenus qui font des vidéos sur leur quotidien en prison. Il y a des influenceurs maintenant qui mettent vraiment, leur promenade, leur session de sport, etc. Toi, tu les vois faire?
Non, je les vois pas faire. Effectivement, je tombe sur des vidéos, parfois, même moi, hein, sur les réseaux sociaux, pour pas le nommer TikTok, je vois des détenus la nuit qui cuisinent. Il y a même un détenu, j'ai vu, il fait des cuisines, il fait des recettes. Comment cuisiner en prison. Ouais, comment cuisiner en prison avec avec un réchaud, ce qu'il a. Ouais, ça peut être un réchaud, des produits qu'il aura achetés, cantinés. Je le vois, mais après, ils sont super intelligents aussi. Ils font en sorte de ne pas être identifiés, ou identifiables plutôt. Il paraît qu'il y en a qui te reconnaissent à ta façon de marcher. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est toi. Ils entendent donc du coup dans les couloirs. Ouais. C'est vrai ça? Ouais, ça c'est vrai. Ouais. C'est vrai que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, et c'est arrivé à d'autres collègues que moi. Le matin, quand il n'y a pas un bruit, à 6h45, à 7h, quand vous prenez votre service et que vous vérifiez l'intégrité physique de toutes les personnes détenues, ils savent quel surveillant arrive, soit au pas, donc à la marche, ou soit à la façon d'ouvrir la serrure. Ah putain, ok. Je savais que c'est vous, surveillant. C'est vrai? Ouais, c'est incroyable. Mais disons qu'ils sont derrière une porte et tout résonne en prison. Et comme on dit, il n'y a pas que les murs qui ont des oreilles. Hein. En prison, les portes ont des oreilles. T'as un collègue qui a été pris en otage en 2017. Ouais. Ça, t'étais là-bas? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ah, c'est un moment très très dur à vivre, parce que, en plus, un super collègue. Alors aujourd'hui, je peux en parler en toute liberté parce que tout s'est très très bien fini et c'est bien le principal. Mais on a été nombreux à être affectés sur cet incident parce que ça fait bizarre. Ça n'arrive pas qu'ailleurs. Ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Et j'ai pu voir malheureusement, enfin, j'ai vu les images. C'est des images qui resteront gravées toute ma vie. De voir mon collègue qui a une ouverture de cellule, et il y a un détenu qui est sur la coursive et qui attire l'attention de mon collègue. Donc il tourne la tête alors qu'il est à la porte ouverte, et on voit le détenu, ça va très très vite, qui lui met un ciseau sous la gorge et on le voit attirer dans la cellule. Et de là, plus rien, puisqu'il n'y a pas de caméra en cellule. On voit juste la caméra de la coursive, et il est attiré. Et de là commence l'inquiétude, et les minutes deviennent des heures, quoi. Tu fais quoi à ce moment-là? Moi, je travaillais pas ce jour-là. J'ai été averti qu'il y avait une prise d'otage. En tant que représentant syndical et en tant que collègue, je me suis porté volontaire et je suis venu tout de suite sur l'établissement pour voir comment les collègues allaient, essayer d'avoir des nouvelles. Après, faut dire que l'établissement aussi, la direction de l'époque a quand même bien fait les choses. Il y a eu une bonne prise en charge aussi de la famille à côté de ça. Une gestion de l'incident qui a quand même été bien faite. C'est passé quoi? Il y a eu une cellule de crise qui s'est mise en place au niveau de l'établissement jusqu'à la direction de l'administration pénitentiaire et le ministère de la Justice. Et donc, il y a tout de suite l'équipe régionale d'intervention et de sécurité de Rennes qui est arrivée sur le Mans très rapidement. Parce que le mec a pris ton collègue, il s'est enfermé dans sa cellule? Voilà, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a volé les clés du surveillant et il a demandé à un autre détenu de fermer la porte avec les clés et d'aller donner les clés au rez-de-chaussée en disant « Voilà les clés du surveillant, il est pris en otage ». Ah waouh. Voilà. Ok. Donc voilà, j'ai une pensée pour lui aujourd'hui. C'est un collègue qui est gradé aujourd'hui et je profite pour lui passer un grand bonjour. Et parce qu'il nous a tous fait peur ce jour-là. Enfin, c'est pas lui qui nous a fait peur, mais on avait peur pour lui. Et après de longues négociations, le détenu demandait son transfert. Il a fini par être transféré, mais pas là où il voulait, parce qu'on ne va pas lui donner raison non plus. Voilà. Donc, ouais, c'est... Il a eu des problèmes d'avoir fait ça? Comment ça s'est fini? Parce que tu ne nous as pas raconté la fin. Il est parti en garde à vue à l'issue, parce que bon, il s'est rendu. Il a été transféré dans une autre prison, et depuis, le détenu, il s'est suicidé. Ah, c'est vrai? Ouais. Donc ça peut arriver, il faut faire attention quand même, toi aussi, tout le temps, il faut être sur ses gardes. Ouais, faut être détendu, mais sur ses gardes. Mais c'est très très dur d'être... Enfin, faut toujours être vigilant, bien évidemment, sur le comportement. Mais si vous allez au travail en reculons, ou si vous longez les murs, vous ne pourrez pas tenir dans ce métier. C'est impossible. Donc oui, il faut toujours être vigilant, mais on ne peut pas non plus longer les murs par peur. Je vais te dire des rumeurs qu'il y a sur la prison, et tu vas me dire si c'est vrai ou si c'est faux et complètement inventé, tout ce qu'il y a sur Internet. Les prisonniers ont le droit à des consoles de jeux, un accès à Internet, ils jouent en réseau. Non, ils ont le droit aux consoles de jeux, uniquement les consoles qui n'ont pas d'accès à Internet, justement. Ah, c'est vrai? Oui, ils ont droit, alors s'il me semble, ça doit être la PlayStation 3, la dernière console autorisée.
et une Xbox, je ne sais plus laquelle, mais pareil, pour lesquelles ils ne peuvent pas jouer en réseau. Ah, les dernières, ils peuvent pas? Non. D'accord. Pourquoi? Parce que sinon, ils passeraient des infos, tu ne contrôles pas le chat, quoi. Exactement, voilà. C'est comme l'interdiction des téléphones. C'est aussi pour éviter, ça pourrait être... Parce que les téléphones, on se dit aujourd'hui, c'est bizarre, en 2023, ils n'ont pas accès au téléphone. Ils ont accès à une cabine téléphonique. Tout le monde, quasiment toutes les prisons de France aujourd'hui en sont dotées. Dans chaque cellule, ils ont un téléphone fixe. Ils peuvent communiquer avec des numéros qu'ils auront au préalablement communiqués à l'administration pour les condamnés ou au juge d'instruction si c'est un prévenu dans le cadre d'une enquête. Et il y a une autorisation qui est faite ou pas. C'est aussi pour se prémunir potentiellement d'une tentative d'évasion. Le détenu qui se porterait pâle pour faire semblant lors d'une extraction médicale pourra appeler des complices et se faire évader pendant ce temps-là. Voilà. Est-ce que les prisonniers peuvent avoir des rapports sexuels en prison? Normalement, non. Parce qu'on a eu Jacques Dallès qui était procureur, magistrat d'ailleurs aussi après, un ancien procureur à Marseille qui nous confirmait que les détenus avaient le droit à des rapports sexuels, tu sais, comme Nordal Lelandais avait le droit, et des visites. Alors ça, ce sont uniquement dans les prisons qui sont dotées des unités de vie familiale. C'est ça, oui. Voilà, c'est ce qu'on appelle ça les UVF. J'allais dire, en prison classique, il n'y a aucun rapport qui est autorisé. Ah oui, d'accord. Malheureusement, ça peut arriver que dans des parloirs, il y ait des petits rapports très rapides, mais il faut échapper à la vigilance du surveillant parce que sinon, le permis de visite peut être suspendu, il peut y avoir une interdiction de parloir. Par contre, effectivement, certaines prisons sont dotées d'unités de vie familiale pour lesquelles ils sont obligés de faire une demande. Et pour le coup, c'est des mini-studios qui sont dans la prison pour lesquels ils peuvent accueillir conjoints, conjointes et enfants. Ah oui, d'accord. En prison, les détenus sont au pain, à l'eau et à la soupe. Non, c'est faux. Parfois, il y a marqué, c'est encore le pain et l'eau, machin, c'est faux. Non, nulle c'est part. faux, c'est faux, c'est faux. Plus nulle part. J'ai jamais connu une prison où c'était le pain de l'eau, même quand je suis rentré en 2008. Avant, on servait dans des grands plats, ce qu'on appelait à la louche. C'est-à-dire que les détenus, ils sortent de leur cellule, parce que ça aussi, en France, il n'y a pas de prison comme aux États-Unis où ils mangent tous ensemble dans un réfectoire. Oui, c'est ça. Ouais. Ils sont servis directement en cellule. Il y a ce qu'on appelle un détenu oxydétage qui passe avec un chariot au repas complet. Nous, les surveillants, on ouvre cellule par cellule et on leur sert suivant leur régime alimentaire. Aujourd'hui, c'est sans porc ou avec du porc. Il y a 2 plats différents et ils sont servis en fonction de ce qu'ils ont déclaré. D'accord, d'accord. En prison, il est interdit de se masturber. Est-ce qu'il y a un règlement là-dessus pour les... C'est un peu compliqué de pouvoir interdire à une personne détenue de se masturber. Il paraît que c'est vrai et faux, c'est interdit de le faire à la vue d'un co-détenu qui est dans les règlements. À la vue d'un co-détenu, par respect, forcément, oui, c'est interdit. Mais un détenu seul en cellule, on ne sera pas tous les 5 minutes derrière son œilleton pour voir s'il se masturbe ou pas. Et quand j'ai tapé donc, les 10 rumeurs avec les auteurs qui m'aident à préparer l'émission, on a vu qu'il y avait toujours la savonnette dans les douches qui revenait, machin. Est-ce que ça, c'est un vrai truc? Mais non, comme je disais avant... C'est des clichés, hein. C'est vraiment les plus gros clichés vieux et nuls, mais comme ça, au moins, tu les expliques. Mais c'est très bien, justement. Moi, je suis content d'être invité à cette émission pour casser parfois des clichés ou des images qu'on peut avoir sur la prison. Comme je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de prisons, quasiment toutes les prisons sont équipées de douches en cellule. Il y a encore des établissements pour lesquels ce n'est pas le cas. Donc déjà, les rapports sont différents entre une douche collective et quand tu as ta douche en cellule. Mais potentiellement, il pourrait encore se produire des incidents quand c'est des douches collectives. Mais franchement, aujourd'hui, à ma connaissance, s'il y a des incidents tels que la savonnette, comme on pourrait dire, ce serait très clairement pour se dire un viol, un détenu qui serait violé dans les douches. Franchement, ça doit être, mais alors plus que marginal. Les prisonniers cachent des objets dans leurs fesses pour les faire rentrer. Ah ouais, c'est un vrai mythe qui existe. C'est pas un vrai mythe, c'est une réalité. Ils se cachent tout, dans les fesses, des téléphones, du stupéfiant, de la viande parfois. Là, je pense à un collègue là, qui me racontait l'anecdote la semaine dernière. Un détenu qui avait scotché sous ses testicules des cartes SIM de téléphone. Oh là là. Et vous les avez trouvées du coup? Ouais, elles ont été trouvées. Et comment ils trouvent la vie? Parce qu'en fait, il marchait pas très très bien et donc on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait pas normalement, qu'il était pas très à l'aise dans sa démarche et que le collègue lui a dit très clairement, donne-nous très clairement tout de suite que ça, parce qu'on le sait, mais tu marches pas normalement. Il y a un problème là. Comment ils se cachent de la viande dans les fesses et pourquoi? Parce que la viande n'est pas cantinable, c'est-à-dire que les détenus peuvent s'acheter des produits du quotidien. Faut-il encore qu'ils puissent avoir de l'argent. Mais
Aujourd'hui, les familles font des virements très souvent aux personnes détenues. Et à l'intérieur de la prison, il y a des mini-magasins, des mini-commerces où ils commandent à la semaine. Ça peut être du coca, du Nutella, ça peut être du riz, des pâtes. Comme nous, quand on va au supermarché, il y a quasiment tout qui est disponible. Et la viande n'étant pas cantinable, des fois, au parloir, on sait, il y a je peux prendre des exemples, des fois des contrôles de police qui se font à l'entrée des parloirs, pour lesquels les policiers, eux, sont habilités à fouiller les familles, parce que nous, on n'est pas habilités, on ne peut pas. Il y a des femmes, des fois, qui font rentrer des kebabs, de la viande dans les soutiens-gorge. Mais non. Mais si, parce que ça sonne pas au portique. La seule chose qu'une famille fait quand elle rentre en prison, c'est passer sous un portique de détection métallique. Ah oui. Et voilà. Faut rentrer des kebabs dans les prisons. Des kebabs dans les soutifs. En prison, certains hommes deviennent homosexuels, c'est-à-dire qu'ils sont hétéros, mais ils ont des relations à force de rester plein d'années. C'est dans les clichés les plus faciles de la prison. Ça, j'ai jamais vraiment remarqué. C'est pas quelque chose qui a été flagrant. Non, pas du tout, vraiment. Les prisonniers se marient en prison, parfois entourés de leur famille. T'as déjà vu des mariages en prison? Oui. Yvan Colonna s'est marié en prison à Fresnes. J'étais à Fresnes à l'époque, et il s'est marié en prison. Waouh. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait des mariages en prison. Avant de décéder, quand tu deviens âgé, pour léguer? Non, pas forcément. Peut-être que c'était un mariage programmé et qu'entre-temps, ils sont tombés pour une affaire. Et puis, ou bien parce qu'ils ont une peine très très longue à faire et qu'ils estiment que c'est le moment pour eux de se marier. Et ça, c'est des décisions individuelles. Après, c'est des longues demandes à faire. C'est pas toujours simple. Mais oui, tous les prisonniers peuvent se marier en prison. Je te propose de nous montrer, on va faire rentrer quelqu'un de l'équipe. D'accord. Si tu veux bien. On va lui cacher 6 choses sur lui qu'on va te dire. On va te dire, il a ça. Tu as 1 minute. Il va t'autoriser à faire une fouille classique de palpation. Il va falloir que tu essayes de trouver où il l'a caché. Il l'a caché dans des trucs un peu drôles, évidemment. Donc je fais une fouille réglementaire. Rien dans son cul. Je vais faire une fouille réglementaire. Comme si un détenu sortait en promenade, voilà, sauf rien dans ses fesses, évidemment, rien dans son corps. Okay, ouais, d'accord. Mais le reste, voilà. Pour montrer, comme ça, tu peux expliquer aussi comment tu fais ton métier. D'accord. Et lui, il s'est amusé là depuis tout à l'heure à partir à côté, essayer de se cacher des objets. Il a un couteau sur lui, une fausse barrette de shit, etc. D'accord. Alors, tu me montres comment tu fais, t'es d'accord? J'espère que je vais être bon. On va faire rentrer Louis, qui vient d'arriver. Il va se mettre ici, et après, tu vas pouvoir le fouiller pendant... Ça prend combien de temps, une fouille? Ouais, une palpation, ça peut être assez rapide, mais on va prendre le temps avec Louis. Vas-y, rentre si tu veux, Louis. Tiens, j'enlève la table. Louis, je te présente Vincent. Surveillant pénitentiaire. Bonjour, monsieur. Bonjour, enchanté. Et c'est parti. Et je te dirai après les objets, alors. D'accord. Ça te va? Bon, je vais vous demander de monsieur de vous tourner, déjà. Pas de souci. Bon, il a un micro, par contre. Voilà, et vous posez juste vos mains face à vous, voilà. Donc, je vais commencer déjà par palper la manche, ici. On va palper les jambes. J'espère que vous n'avez rien caché dans les chaussures. Et la chaussette. Bon, ce côté-là a l'air pas mal déjà pour l'instant. Ici, là, vous avez quelque chose, monsieur? Non? Non? Je vais vous demander de me le retirer, s'il vous plaît. Avant que je vous procède au menottage. D'accord. S'il vous plaît. Un petit couteau. Ah, c'est vrai? J'ai déjà trouvé le couteau. Ah, pas mal. C'est pas mal déjà. C'est violent, les objets, hein. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Oui, ça prend un peu de temps quand même. Hein. Oui, ça peut prendre du temps, mais ça le fait rire. Je peux regarder un petit peu? Oui, je t'en prie. Demande à Louis, bien sûr, s'il veut bien qu'on regarde. Hein. Ici, là, il serait possible que vous me sortiez votre téléphone que vous avez au niveau des fesses, monsieur? Bien sûr. Allez-y. T'as senti un téléphone? Bien sûr. Et c'est une bonne réponse au niveau des fesses, téléphone. Alors, mais là, je vais commencer à me rendre compte que j'ai un petit problème. Oui. C'est que monsieur a tellement de choses sur lui que je pense qu'on va l'envoyer en fouille intégrale. Le spéculum, on va regarder au fond des fesses. Là, Louis. pour l'instant, je vois rien de plus. Mais je l'enverrai bien en fouille intégrale. Attends, téléphone. Et vos chaussures, j'espère que vous n'avez rien mis dedans, parce que ça va se voir, la fouille. Vous pouvez vérifier. Tu peux vérifier, hein, tu peux vérifier. Ouais, oui. Alors, pendant une palpation, on n'enlève pas les chaussures, normalement. Pendant une fouille intégrale, oui. D'accord. Ah, d'accord. On passe en fouille intégrale, là. Bah, fouille intégrale, vous m'enlevez vos chaussures, s'il vous plaît, monsieur? On va juste faire les chaussures, après t'expliqueras ce que tu avais Tout à fait. sur toi. Assez intéressant, assez intéressant. Ah, une petite cigarette bien cachée. Hyper fort. Je décolle pas les semelles, ça ira? Non, c'est bon. Bon, je les passe au bagage X pour voir s'il n'y a pas des choses cachées Donc à là, t'avais l'intérieur. une cigarette. Ah ouais, putain. Et au pas niveau mal. des chaussettes, vous avez rien de plus, monsieur? Non? Vous êtes sûr? Ouais, oui. Oui, bah je vous demande de les baisser, s'il vous plaît, de les enlever. Ah.
Ah, j'avais peut-être un peu ça. Vous avez de l'argent liquide, c'est très très bien. Tout ça, ça va être saisi. Hein. Vous allez avoir un compte rendu d'incident pour tout ce que vous avez fait. Et l'autre chaussette aussi, s'il vous plaît. Oui. Autre, j'ai rien. Il n'y a vraiment rien. Vous êtes sûr? 100%. Parce que depuis le début, vous me dites que vous avez rien et vous avez des choses partout. Voilà. On dirait la Banque de France, le bureau de tabac et un vendeur de téléphone chez Orange, C'est vrai sans que vouloir faire de marque. C'est vrai que tu avais beaucoup de choses. C'est bon pour toi ou pas? Non, je pense qu'il y a encore autre chose, moi. Tu penses qu'il y a encore Ah, un il a petit une truc tête suspect. Des cheveux, il n'y a rien? Non. Au niveau du cou non plus? Vous êtes sûr? Ah là, attention. T'as encore laissé Je vais passer... regarder devant. Je vais vous demander de lever Allez. la chemise devant, s'il vous plaît. T'as laissé passer un truc. Le stupéfiant. Je sais pas. Ah. Je sens pas au niveau des poches, il n'y a rien du tout. Au niveau des coutures non plus. Je sens rien de plus pour l'instant. Mais il serait D'accord. passé en fouille intégrale, là. Hein. Donc il reste un seul objet. les cheveux, on a non remplacé la fausse barrette de shit. On avait pris un 40 bar, mais ça collait pour faire semblant. On a mis un bonbon crocodile, voilà, histoire de représenter un petit truc un peu mou. Où est Dans le la bonbon bouche. crocodile? Ouvrez la bouche? Non plus. Où est le bonbon crocodile? Ah! J'ai dit dans les cheveux, hein. J'ai pensé aux cheveux. Hein. Hop, Je l'ai et pas- c'était bien caché, pas mal. Putain, derrière, alors. Bien joué. Bien joué. T'as réussi à déjouer, tu vois, la surveillance. Ouais, pas grand-chose. Hein. D'un surveillant de prison. Pas mal, comme quoi on peut toujours se faire. Tu peux pas tout voir, en réalité, à la C'est palpation. parfois très compliqué, ouais. Ah, c'est Bah, ça. la fouille intégrale, je leur ai demandé de lever les pieds. pieds. Je vais regarder sous les pieds aussi. Ouvrir la bouche en grand, la langue. Et les cheveux, j'aurais palpé les cheveux avec des gants aussi. Ah oui, d'accord. Ouais. Et après, t'as la fouille au rayon X, tu dis? Non, ça c'est pour les effets. Quand on retrouve des colis, etc., on passe tout au rayon X. Et comment tu sais quand quelqu'un met un portable dans ses fesses ou ailleurs? Bah, la palpation. Ah, c'est vrai? Bah, la palpation, on sent tout de suite, même au niveau de la rainure, comme on fait tous les plis de ceinture, etc. Ah oui, ça On a le le droit de rentre tout le pas palper, dans on n'a l'anus. juste pas le droit de palper Ah oui, je croyais qu'il se la partie rentrait, génitale. D'accord, Mais à la fouille complète, voilà, déjà, dès que je trouve un couteau sur lui, il est très clair qu'il va aller en fouille, il va complète. passer une petite fouille un peu plus complète, quoi. C'est ça. Merci, bien joué, Louis. Putain, trop balèze. Bien joué, t'as réussi à en cacher un et à en garder un. Félicitations, merci beaucoup. Merci. Bon, voilà, on s'est remis sur le plateau. Louis est parti. C'était impressionnant de te voir faire. Comme ça, on peut voir un peu que c'est pas facile à palper quelqu'un. Non, c'est pas très simple. Et puis, il y a des zones. On est tous des humains, on fait attention quand même. Quand on est sur une simple palpation, on va pas aller faire les parties génitales alors qu'il peut y mettre quelque chose. Un téléphone sur les parties génitales, on va pas les trouver. Ouais, bien sauf sûr, en bien fouille sûr. intégrale. Et c'est là que tu te rends compte que quand t'es fouillé dans un stade, finalement, c'est très sommaire. C'est vraiment, ils font ça. Même parfois, dans les aéroports, c'est très rapide par rapport à ce que tu viens de faire. Tu vois, c'est beaucoup plus minutieux, là. Ouais, bah, c'est le quotidien. Et encore là, j'ai pris un peu de temps. Oui, parce oui. qu'en plus, voilà, d'une, j'avais pas de gants. Et puis, tu savais qu'il y avait aussi quelque chose là. Voilà, Donc, c'est ça, voilà. Tu t'appliquais plus. Quand tu démarres comme stagiaire à Fresnes, tu assistes à la tentative de suicide d'un détenu. Ça arrive parfois en prison. Qu'est-ce qui s'est passé là, ce jour-là? Ouais, ça a été très compliqué parce que moi, j'ai fait de la métier de sécurité avant de rentrer dans la pénitentiaire. Et j'ai passé le concours parce que j'avais le père d'un ami qui était surveillant de prison. Je connaissais pas ce métier. Et moi, je débarquais de ma Bretagne, 25 ans. Je n'étais jamais venu sur Paris, sauf pour aller au Euro Disney ou Astérix. Voilà. Et donc, quand je suis arrivé à Fresnes, choc carcéral aussi pour un surveillant, hein, pas que pour un détenu, hein, pour un surveillant. Et pour une cigarette, un jour, le détenu, il a complètement vrillé, comme on dit chez nous. Il s'est ouvert tout le bras, comme ça, en longueur. Et moi, j'étais choqué. Le gars, il avait réclamé à 3 reprises des cigarettes, mais on ne peut pas lui donner de cigarettes, voilà. Il a dit, ouais, je vais finir par me suicider. Donc moi, j'avais rendu compte à la hiérarchie, et le temps de revenir, ça va très vite. Hein. Le temps d'appeler l'officier, que l'officier monte. Le gars, il s'était ouvert le bras, et j'ai vu un geyser de sang sortir, qui sortait au rythme des pulsations cardiaques. Ouais. C'est la première image que j'ai, violente, on va dire, parce que quelque chose sur lequel je pensais être confronté un jour, on rentre dans ce métier, et c'est au fur et à mesure des années, des anecdotes, qu'on se rend compte que parfois la vie en prison aussi, elle est fragile. Vous avez réussi à le sauver? Oui, il a été sauvé, oui. Et par contre, tu as été confronté à 2 morts, toi, dans toute ta carrière. Ces gens qui se pendent dans leurs cellules. Ouais. Ça, c'est toi qui tombes sur eux? C'est comment ça se passe? Ouais, les 2 fois en service de nuit, c'est souvent des équipes un peu restreintes. À 2 reprises, les gars, ils avaient bouché les œilletons, et quand nous, on passe pour la ronde, il faut absolument qu'on puisse les voir. Donc les œilletons soient débouchés, et pour vérifier que la personne soit en vie. Et à 2 reprises, les 2 fois, les œilletons étaient bouchés. On avait beau taper, il n'y avait aucune réponse. 2 fois, c'était des détenus qui étaient seuls en cellule. Et ouais, c'est très dur à vivre.
que ce soit une personne détenue, que ce soit, voilà, c'est confronté Bien à sûr, la bien mort, sûr, c'est bien quelque sûr, chose de très compliqué. Tu dois faire quoi là quand tu rentres là, dans une cellule qui a ça? La première chose qu'on a à faire, ça c'est quelque chose qu'on apprend, hein, parce qu'un surveillant pénitentiaire, c'est quoi? C'est parfois un médecin, c'est parfois un psychiatre, c'est parfois un pompier quand il y a des feux de cellule. Dans notre métier, on fait énormément de choses. Et on rentre tous dans la cellule, on dépend la personne et on la met tout de suite sur la coursive, là où il y a plus de place. Et on réalise tous les gestes de premier secours pour lesquels on est formé. Ah oui, tu essayes de lui massage faire un cardiaque, massage. tous les personnes détenues, massage cardiaque. Nous, on n'est pas médecin en réalité. Donc, c'est appel pompier, appel SAMU. Et il y a uniquement que les personnes habilitées comme le SAMU qui peuvent déclarer la personne décédée ou non. Ça fait 17 ans que tu es maintenant surveillant. T'es content de faire ce métier? Ouais, je suis franchement ravi. Et avec les années, plus les années passent et plus je suis ravi de faire ce métier. Moi, l'humain, c'est quelque chose qui compte pour moi, les relations. J'adore partager les choses. J'aime bien que les gens partagent les choses avec moi aussi. Et donc, c'est un métier qui est fait de plein de valeurs, parfois compliquées, parfois dures. Mais ouais, j'aime ce métier et pour rien au monde, j'en changerai. Merci Vincent d'être venu. Merci. C'est hyper intéressant. Mais moi, j'ai un cadeau à te faire avant de partir. Donc ça, c'est ce qu'on remet à chaque surveillant pénitentiaire quand il rentre dans l'administration. C'est un scratch qu'on met sur notre épaule, une petite pucelle administration pénitentiaire en ferraille que tu mettras sur ton bureau en souvenir. Non, que je mettrai sur le tableau de bord de ma voiture pour plus payer de PV. Ah non, ça marche pas. Je rigole. C'est pas fait pour. Pour rire. Ça, c'est gros problème, ça. Non, merci 1000 fois, trop sympa. Et je vais le mettre sur mon bureau. J'ai d'autres médailles aussi qu'on me donne parfois. Et j'adore, je les ai mis sur le bureau, je te montrerai. Merci beaucoup, trop sympa. Moi, merci à toi d'avoir pu permettre de parfois dédiaboliser ou montrer une autre vision d'un métier de surveillant où on parle que des faits divers, mais c'est pas que ça la prison. Exactement. Si vous avez d'autres métiers comme ça et que vous voulez venir raconter votre métier, ou si vous avez des idées, juste mettez-nous en commentaire, vraiment, ça vaut le coup. On le fait vraiment, on répond vraiment, on regarde tous les messages, les gars. Merci d'ailleurs de commenter, de nous soutenir. On vous met un mail à la fin des vidéos qui vous permet d'envoyer un mail et c'est nous vraiment qui vous répondons, qui vous appelons l'après-midi pour organiser comme ça des interviews comme avec toi. C'était un vrai plaisir, donc n'hésitez pas. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux sur notre YouTube Légende. Et si vous voulez nous retrouver, on est pareil, on est aussi sur Instagram, vous tapez LEGEND et vous pouvez vous abonner avec nous. Merci beaucoup encore à tous d'avoir regardé la vidéo.